BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver pour décortiquer, éplucher ensemble l'actualité tech de ces derniers jours, que vous nous consommiez à la radio, à la télé, sur Internet, YouTube, les plateformes, podcasts, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez avec nous, on a le hashtag DQJMM, vraiment, envoyez-nous des messages, critiquez l'émission, en bien ou en mal, tout ce qui est constructif, on le prend. Donnez-nous des idées de sujets aussi. On est toujours intéressé par avoir toutes vos suggestions. Alors vous aurez remarqué que c'est pas François cette semaine, il est en vacances. On l'embrasse parce que je sais qu'il nous écoute, mais pour le reste, vos habitudes ne changent pas. Deux parties, on sera tout à l'heure avec Lionel Costa. Tiens, Lionel Costa, on va parler de la Coupe du Monde de foot. Quel rapport avec la tech ? Les télés, évidemment. Les gens s'équipent en télé à l'occasion de la Coupe du Monde. Comment bien choisir une bonne télé ? On va faire le benchmark avec Lionel du Labo Fnac. On aura aussi notre petit module bonus, le petit bonbon supplémentaire pour ceux qui sont avec nous en audio. Et puis on va commencer avec le club de la presse IT. De quoi je me mêle ? C'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Le club de la presse IT, alors là, on a du lourd cette semaine. Je vous le dis les amis. Si. Au sens propre. Ouais, non, pas au sens propre. Mais commencez pas. Commencez pas à vous sous-vendre parce que je voulais vous hyper un petit peu les amis. Non, pas que d'habitude on n'est pas du lourd. On a toujours de la qualité dans le club de la presse IT. Mais là, cette semaine, c'est, des piliers de la presse tech française. Voilà, des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont très sérieux, qui enquêtent. Emmanuel Paquette à ma droite. Salut Emmanuel. Qui est un habitué de l'émission, journaliste à l'Informé, qui est passé par l'Express, les Échos également. Voilà. Bien bon. Ah oui, attends, moi je fais la bio, moi t'es là, je fais la bio. Qui enquête sur tous les sujets, les GAFAM, les telcos, les médias, voilà. Spécialiste de la tech évidemment. Et puis à ma gauche, Guillaume Gralet. Salut Guillaume. Bonjour. On est ravis de t'avoir, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Donc vraiment super content de te recevoir, ça fait longtemps qu'on essaye de te faire venir. Journaliste tech au point depuis longtemps également. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Guillaume, l'une de ses particularités, c'est qu'il a interviewé à peu près tous les grands noms de la tech. Ça, c'est un truc de fou, c'est le seul Français qui a fait ça. Il t'en manque encore ? Tu les as tous fait là quasiment, non ? Non, mais bien sûr que oui. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est rencontrer les gens qui sont pas encore connus, mais qui méritent de l'être. Ouais. Mais c'est vrai que le secteur est super intéressant parce que ça bouge dans tous les sens. Il y a des fous, il y a des tarés, mais il y a aussi des gens très intéressants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne pensent pas tous la même chose. C'est ça que je trouve intéressant. Et alors, on peut le retrouver d'ailleurs dans un livre que tu viens de publier qui s'appelle Pionnier, où tu racontes un peu les hommes et les femmes qui font l'intelligence artificielle et où tu as rencontré plein de grands noms du secteur. Il y a Sam Altman, des gens comme ça. Alors les plus connus, effectivement, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Dario Amodei, dont on parle de plus en plus. Ouais. C'est le créateur d'Anthropic, la maison mère de Claude. Et puis... tous les Européens qui ont quitté les big tech pour lancer leurs propres aventures, c'est assez intéressant. Ouais. Des Chinois, le créateur de Huawei, Kai-Fu Lee, un Taïwanais très intéressant, et aussi beaucoup de choses, c'est ça qui m'impressionne, j'ai la chance d'y aller régulièrement, des créatrices, des scientifiques africains qui, notamment à travers les conférences Indaba, inventent une IA très intéressante. Ça fait 7 ans que ça dure, à chaque fois c'est dans une capitale africaine différente, Abidjan, Dakar et bientôt à Lagos au Nigeria. Et ce sont des recherches ouvertes, publiques, au service des humains, des inventeurs et qui n'est pas considéré comme une religion. Bref, c'est assez rafraîchissant d'y aller. Hyper intéressant tout ça, à retrouver dans ton livre. Et c'est vrai que on va pas faire une heure là-dessus, mais c'est intéressant de voir aussi ton approche. C'est-à-dire que tu y vas aussi parfois un peu au culot pour aller rencontrer ces grands patrons de la tech. Je t'ai entendu dire que par exemple à l'époque, alors il y avait quelques années maintenant, mais Steve Jobs, t'es allé toquer à sa porte. Ouais, c'était pas prévu, c'était à la fin d'une enquête où j'avais pu voir des gens absolument géniaux, tu sais, comme Bill Atkinson qui avait joué un rôle assez dingue dans le Macintosh. Et effectivement, j'avais pu retracer pas mal de choses. Et je trouvais ça dommage de ne pas lui donner la parole, d'avoir son point de vue. Et c'est, je pense, 4 heures avant de prendre l'avion, effectivement, j'avais toqué à sa porte. Et c'est sa femme, Lorraine, qui m'avait répondu, qui avait été très sympa. Mais voilà, effectivement. T'avais pris un vent quand même, t'avais pas eu l'interview. Exactement. Bon, ça m'est souvent arrivé de me prendre des vents. Ouais, mais au moins t'as pas de regrets. C'est ça. Non, mais je pense que c'est important parce que si tu veux, c'est une technologie. On est un peu comme des petits lapins face à des phares de voiture. Parfois, ça nous impressionne par ce que ça permet de faire. Mais je pense qu'on a besoin d'explications sur vers où on va. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire parler tout le monde. Hyper intéressant tout ça. Alors on a plein de sujets à aborder, les amis. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de lunettes connectées. Alors pas sur
les nouveautés forcément ou les rumeurs comme on le fait régulièrement, mais sur le côté social, c'est vrai qu'elles envahissent l'espace public. Est-ce qu'il faut les réguler, voire les interdire? La CNIL commence à tirer la sonnette d'alarme sur le côté respect de la vie privée, risque d'espionnage. Ça va être un des sujets qu'on va aborder. On va parler de caméras dans les lunettes, il faut s'y habituer, mais il y aura peut-être aussi des caméras dans les écouteurs, dans les AirPods d'ici quelques années ou quelques mois. Apple travaille sur le sujet. On va se demander pourquoi. On va parler de Samsung qui se fait attaquer en justice, alors pas par un de ses concurrents, mais par Dua Lipa, par la chanteuse Dua Lipa. On va vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque, plein de sujets, mais je voulais qu'on commence par parler de robotique humanoïde. C'est un sujet qui, moi, me fascine, je sais qu'il vous fascine aussi, parce qu'il y a 2 vidéos qui m'ont vraiment fait halluciner ces derniers jours, et je voulais absolument qu'on les commente. La première vidéo, c'est une vidéo d'une entreprise que je ne connaissais pas, moi, qui s'appelle Genesis AI. Ils ont publié une vidéo de mains robotiques, donc 2 mains avec des gants noirs, qui ont un niveau de dextérité absolument dingue et où on les voit résoudre un Rubik's Cube, jouer du piano comme un virtuose, préparer une omelette. C'est assez spectaculaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces images? On va commencer avec toi, Emmanuel. Quand tu as vu ces images qu'on fait le tour des réseaux sociaux, tu t'es dit quoi? Alors moi, je l'ai vu la première fois sur les réseaux sociaux, effectivement, parce que c'était poussé par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui aujourd'hui est un investisseur dans la Silicon Valley, et puis pousse des technologies autour de l'intelligence artificielle. Il est très impliqué dedans. Il a même coécrit des ouvrages sur le sujet. Moi, je me méfie des images comme ça, pour avoir lu pas mal d'articles dans la presse américaine, où justement plusieurs journalistes américains ont testé des robots humanoïdes, les ont même pris chez eux pendant quelques temps, en faisant une semaine de tests, comme tous les journalistes high-tech peuvent le faire. Ils se sont tous rendus compte quand même qu'entre les images qui sont présentées comme celles-là, qui sont contrôlées, qui sont sans doute avec des interventions humaines, parce que c'est là-dessus en fait où il y a toujours une forme de brouillard, c'est-à-dire on a l'impression quand on voit un robot comme ça qu'il est full autonome, qu'il fait tout seul, qu'il est doté d'une super intelligence d'une certaine façon. La réalité, elle est toujours moins shiny, enfin moins brillante, belle, moins brillante que ça, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait aussi les premiers assistants personnels chez nous qui répondaient très très bien à certaines requêtes. On s'est aperçu assez vite qu'en réalité, certes, il y avait un algorithme, mais il y avait un humain de temps en temps qui était derrière qui répondait. Et là, en fait, dans pas mal de démos, on se rend compte qu'il y a quand même des humains qui ont pris la main sur les robots pour leur permettre de faire ça. Alors, ça n'enlève rien à ce dont tu parlais précédemment, c'est-à-dire la dextérité des doigts, les mouvements qui sont faits de manière fine. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est totalement autonome ou est-ce que c'est mi-autonome, hybride, avec un humain derrière qui est aux commandes? Et c'est là, en fait, où il y a de temps en temps ce qu'on appelle un overhype, c'est-à-dire que, comme tu nous as survendu un peu tout à l'heure... Ouais. Non, attends, mais non, dis pas ça. On survend un peu les technologies, on survend un peu les robots humanoïdes d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à me laisser un peu emballer par ces démonstrations. Mais c'est vrai, parce qu'on a envie d'y croire aussi, mais tu as raison sur le fait que parfois, quand on revient à la réalité et qu'on voit ces robots en conditions réelles, on tombe un petit peu de l'armoire. Je me souviens d'une démo lors du dernier CES, avec qui était aussi Guillaume. Ouais. Tu avais vu le robot LG, tu sais, le robot humanoïde qui était censé, je sais pas quoi, faire la cuisine, plier le linge et tout. Et en fait, le truc, il avançait à 2 à l'heure. Ouais, Je disais, jamais j'aurai ça chez moi. Fallait pas avoir faim trop vite ou pas être trop pressé, effectivement. Mais effectivement, donc c'était surtout la promesse de faire tous les travaux, tous les ménagers, faire la vaisselle, etc. à notre place. Donc on disait, c'est un instrument absolument génial de libération de la femme ou de l'homme. Tout dépend des foyers, mais effectivement, la promesse était peut-être un peu trop belle. Alors, je me suis baladé il y a très peu de temps à côté d'un robot Unitri. Effectivement, j'étais assez impressionné de la vitesse, les mouvements, effectivement, qui peuvent peut-être sublimer d'ailleurs les mouvements humains, l'équilibre. Il pouvait même courir, mais en fait, il ne pouvait pas courir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière lui qui mimait mes gestes à moi et qui avait une télécommande. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'autonomie. Ce qui est assez rigolo, je trouve, quand on s'intéresse au progrès des robots humanoïdes, ce qu'on a fait récemment dans un numéro du Point, en fait, où on a décomposé, c'est assez rigolo, la figure d'un robot et on voit les progrès qui sont faits, par exemple, sur la peau, sur les cheveux, sur les yeux, sur les genoux. Eh bien, on voit à quel point, et c'est bien de le rappeler aussi, la personne humaine, elle est juste absolument fantastique. J'ai envie de dire, totalement unique. Ouais. Les travaux sur la main, c'est les travaux quasiment les plus difficiles à réaliser. Il y a quand même des prouesses. On l'a vu avec un récent
robot Optimus lorsqu'il pouvait prendre un œuf en fait sans le casser. Ah là, on le voyait aussi avec Genesis, c'est ce qu'il fait. Exactement. La bonne nouvelle de Genesis, c'est que ce sont des chercheurs français, ça se passe en France, ça fait partie de l'école robotique. Ça se passe pas mal aux États-Unis quand même. Aux États-Unis, ouais. Mais c'est un Français qui est à l'origine de ça. Voilà, c'est ça. On le voit aussi avec UMA, donc il y a un autre projet français, UMA, qui est Rémi Cadenne entre autres, qui sont très intéressants à suivre. Mais on voit encore tout le travail qu'il y a derrière. Et effectivement, on n'a pas encore ce robot qu'on pourra laisser en lui disant bah écoute, fais la cuisine pour nous, range tout et on revient dans une demi-heure. Mais ça qui est intéressant parce qu'effectivement, quand tu vois sur les grands salons tech, maintenant tu as des spécialistes de la robotique qui sont par morceaux de robots. C'est-à-dire tu as celui qui travaille sur l'intelligence générale, tu as celui qui travaille sur effectivement la main avec un niveau de dextérité incroyable, celui qui travaille sur la peau, celui qui travaille sur les muscles. Enfin, c'est vraiment ça. Et tu te dis, quand on va réussir à combiner tout ça, on aura quelque chose d'extraordinaire. Là où je vous rejoins, les amis, c'est que ça va probablement prendre du temps. Mais moi, cette vidéo quand même de Genesis, elle m'a vraiment impressionné parce que j'avais déjà vu des robots avec un niveau de manipulation fine assez avancé, mais j'avais jamais vu à ce point-là. C'est-à-dire que là, je me suis dit, donc ils ont des gants noirs pour ceux qui nous écoutent et pour les autres, vraiment, venez nous voir, regardez les images sur Internet parce que ça vaut vraiment le détour. Si tu dis pas que c'est un robot, à la limite, tu pourrais presque croire que c'est un humain qui manipule, encore une fois, l'œuf ou le Rubik's Cube, qui résout le Rubik's Cube. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fou. J'avais jamais vu ça avant. Non, mais c'est absolument bluffant. Moi, la vidéo, je l'ai revue 3-4 fois. Je trouve ça dingue. Il y a une petite chose qu'il faut à laquelle on doit faire attention, je pense, quand on regarde des robots humanoïdes, c'est leur autonomie. Bon, là, c'est pas un problème, mais c'est surtout le poids des mains. Je pense à Ludovic Righetti, en fait, qui est professeur en robotique à l'université de New York, qui était un très bon ami de Yann Lequin. Yann Lequin m'avait dit tu devrais essayer de le rencontrer, de le faire parler. On en parlera tout à l'heure, ce sera le petit bonus, parce que tu as rencontré Yann Lequin, et donc restez bien jusqu'au bout avec nous. Oui, et en fait, il disait faire des mains, je reprends ces termes, qui fassent... qui soit aussi précise que la main humaine, à un poids comparable à celui d'une main humaine, ça reste encore un vrai défi. Et lorsqu'on voit la démonstration en cuisine, on voit que les mains sont accrochées. Ce n'est pas encore un robot humanoïde qui les porte. Donc ça sera peut-être un défi à relever plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette IA, parce qu'en fait, c'est pas tant les mains que le cerveau des mains, j'allais dire, ou l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, le cerveau des mains, oui. Disons l'IA, on va dire, qui fait tourner ces mains, qui a été conçue par Genesis. Et ce qu'ils expliquent, c'est que contrairement à des robots qu'on va programmer pour réaliser une tâche, c'est une IA qui va en fait apprendre en regardant faire les humains. Donc on lui montre des milliers d'heures de vidéos, par exemple, de quelqu'un qui fait une omelette, et il est capable de reproduire ça. Et c'est ça, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir avoir des robots multitâches qui vont être capables, en fait, par mimétisme, de faire comme ce que font les humains, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est un peu comme les modèles de langage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils apprennent de nos requêtes, ils apprennent à nous connaître mieux, et en fonction de ça, ils adaptent leurs réponses. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Ça arrive effectivement sur le robot. Et comme tu le disais, ce qui est nouveau aujourd'hui, parce que les robots, ça fait très longtemps que ça existe. Il y avait Aldébaran chez nous en France, qui a fait malheureusement faillite, qui était de Bruno Maisonnier, qui avait été notamment racheté par SoftBank, le japonais SoftBank, à un moment donné. Et son objectif à lui, il l'avait clairement annoncé déjà à l'époque, c'était de se dire, c'est le nouveau smartphone. C'est-à-dire, en gros, vous avez un robot qui sera chez vous, vous paierez un abonnement à l'acte, tous les mois. Et en gros, il fera ce qu'on pourra lui demander de faire, c'est-à-dire de la cuisine éventuellement, laver la vaisselle, faire votre repassage, etc. Ça, c'était déjà annoncé et vu depuis très longtemps. Après, ils se sont heurtés à des défis technologiques. La main, effectivement, et il l'a dit très vite, c'était le sujet numéro 1, la main. Surtout la force aussi de pression qu'on peut exercer sur un œuf, sur un verre, quand on doit laver un verre pour ne pas le casser. Donc, effectivement, il y avait pas mal de choses là-dessus. Là, en fait... Là aussi où je suis un petit peu méfiant, c'est que les Américains communiquent beaucoup avec des images, etc. Et en réalité, quand on écoute Elon Musk, il dit « Mais attendez, en fait, nous, on est à la ramasse, les Américains. Il y a beaucoup plus avancé que nous, ce sont les Chinois. Ouais. » Sauf que les Chinois, eux, ils montrent moins, ils font moins de marketing. Unitree en fait beaucoup. C'est vrai qu'ils ont fait. Mais là, le Wall Street Journal disait qu'il y avait 140 sociétés en Chine qui travaillaient sur des robots humanoïdes. On ne sait pas ce que font la totalité des 140 entreprises. Et surtout... C'est là où on voit le rouleau compresseur chinois. Le gouvernement subventionne le fait d'acheter un robot humanoïde. Donc, en fait, vous avez un rabais. Ils veulent refaire ce qu'ils ont fait dans les voitures électriques. C'est-à-dire, quand vous étiez un Chinois et que vous vouliez vous équiper de voitures électriques, c'était le cas aussi de Tesla aux États-Unis, cela dit. Le gouvernement vous offre un rabais pour vous équiper plus rapidement. Ils se disent que là, la Chine a un coup à jouer, puisque tous les robots qu'on voit américains, ils sont quand même équipés
de capteurs chinois, de technologies chinoises. Et donc, ils se disent, nous, il faut qu'on prenne le lead là-dessus, parce qu'on sera dans le robot, soit le robot chinois qui sera vendu chez les gens, chez les particuliers, mais au pire, on sera le fournisseur des robots américains qui seront installés partout sur la planète. Donc, quoi qu'il arrive, les Chinois seront là. Et donc, c'est vrai qu'on s'étonne, on se dit, mais c'est formidable, etc. Franchement, il faut faire attention à la Chine. Je pense qu'on... Il y a alors c'est l'importateur des robots Unitree en France qui m'expliquait qu'il avait visité du coup la Silicon Valley chinoise du côté de Shenzhen, où il y a une sorte de robot Valley où ça s'appelle comme ça, et qui est absolument incroyable. Moi, je rêve d'y aller. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous avez l'occasion d'enquêter là-bas, peut-être les amis. Mais franchement, ça doit être dingue. Mais à l'époque des télécoms, c'était pour Huawei. Oui, moi aussi, je suis allé à Huawei. Mais là, maintenant, j'aimerais bien y aller pour voir les robots et les laboratoires. Alors, la deuxième vidéo, on la voyait à l'instant, et je te donne la parole juste après, Guillaume. C'était une vidéo de Figure AI, qui est une autre entreprise très en vue, pour le coup, américaine de robotique, où on voit des robots qui font une chambre. Comme dans un hôtel, les femmes de chambre qui passent. Là, 2 humanoïdes qui entrent dans la chambre, qui se mettent à tout ranger, à remettre la chaise en place, et qui font le lit. Alors faire le lit, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf, en fait. C'est vraiment une matière molle, c'est très très compliqué à appréhender pour un robot. Donc là aussi, alors il y a effectivement... pour certains humains aussi. Probablement pour certains humains aussi, c'est vrai. Ouais. Mais c'est impressionnant, ça aussi. Oui, pour la petite histoire, j'ai été licencié une seule fois dans ma vie, je touche du bois. Mais je faisais du ménage dans un hôtel à Londres. J'allais pas assez vite pour faire le lit. Donc c'est quand même tout un art, en fait. Bien sûr. Et en fait, donc on m'a dit, tu le ferais mieux. Donc, finalement, j'ai terminé dans un fast-food, ça s'est très bien passé. C'était plus facile pour moi. Mais effectivement, faire le lit de manière rapide, parce qu'en fait, c'était très cadencé. Je me rappelle, les hommes et les femmes de ménage avaient un temps limité. C'est excessivement difficile. Effectivement, je partage votre admiration, fascination pour la Chine. Effectivement, plus de 100 fabricants. Les robots de Valley, où en fait, vous avez des humains avec des casques de réalité virtuelle, en fait, qui vont mimer des mouvements qui sont reproduits par les robots. C'est un peu ce que font les petites mains au Kenya lorsqu'ils apprennent en corrigeant la langue les progrès de ChatGPT. Ici, c'est fait par des humains qui apprennent littéralement à des robots. Là, tu montres le geste au robot. C'est ça. Et effectivement, et tu vas le corriger, tu vas le faire des centaines, des milliers de fois parfois. C'est dingue. Et là, ce qui est assez intéressant dans cette démonstration de figure, en fait, c'est que les 2 robots ont l'impression d'être synchronisés, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent en permanence au mouvement de l'autre. Et ça, je trouve que cette interaction avec son environnement est assez intéressante. Après, pour ceux qui voient les images, le lit n'est pas fait au carré non plus. C'est vraiment là pour le coup, c'est je prends la couette, je mets la couette, je rabats. C'est pas non plus, je pense que l'art, comme tu disais, de bien faire un lit, on n'y est pas encore tout à fait, mais on va y arriver. Moi, c'est ce qui me frappe en fait à chaque fois, c'est quand même les avancées. Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des démos qui sont embellies, pour ne pas dire truquées. Mais on a vu, on en parlait la semaine dernière dans De quoi je me mail, le robot pongiste par exemple de Sony, là, ce bras robotique qui pour le coup, dans des conditions réelles, c'est-à-dire arbitré par un arbitre international de tennis de table et en respectant les règles, bat des professionnels de tennis de table. Et là, je me dis, en fait, quand je compare avec ce qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans encore, où je pouvais battre un robot, moi, de tennis de table, ça va à une vitesse folle. Et ça va être exactement la même chose dans les robots humanoïdes. Alors, je ne sais pas si on peut prendre des paris, mais voilà, à quel moment, à quelle date on pourra avoir la commercialisation et vraiment le robot humanoïde à la maison. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas, vous avez une estimation, vous, ou pas? Ah bah non, mais les premiers... Alors, je crois que c'est JP Morgan qui estime qu'il y aura 100 000 robots humanoïdes vendus dès cette année dans le monde. Ouais, mais là, c'est pas au point. Ça commence. Franchement, moi, j'en prends pas chez moi, là, aujourd'hui. Je suis sûr qu'il fait... vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ouais. Oui, mais ils sont obligés de commencer à en vendre pour justement se faire de l'expérience, du retour client, pour améliorer leur robot. Donc, on est vraiment, effectivement, comme tu le disais au début. Et puis, il ne faut pas oublier aussi un autre élément, c'est que Elon Musk, avec Optimus, dans son package dans lequel il va toucher 1000 milliards de dollars, il y a différents objectifs d'ici à 2030. Il doit atteindre différents objectifs. Et l'un d'entre eux, c'est de vendre 1 million de robots Optimus d'ici 2030. Ouais. Donc, il a cet objectif clair. Il a dit que... donc, on sait aussi que les startups, etc., ils sont tous motivés à rentrer sur ce marché, à en vendre le plus possible, soit sous forme de location, soit nu, un peu comme votre téléphone. Vous pouvez l'acheter nu ou en location... Là, les premiers, c'est 20 000 $, je crois. Chez Unitree, t'en as moins cher. T'as 5 ou 6 000 $ en modèle de base. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait pour ça? Alors, c'est ça. Après, il faut ajouter des briques supplémentaires. Ouais, c'est ça, exactement. Et en location, c'est de l'ordre de 500 $ par mois. Voilà. Ouais, donc, 500 $ par mois, il faut pouvoir les sortir. Et puis, comme le disait Guillaume, ils font encore des choses, mais très lentes, etc. Mais bon, malgré tout, on voit que c'est le démarrage. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais le nombre de startups et le fait que Elon Musk soit motivé, entre guillemets, à en vendre 1 million d'ici 2030,
fait qu'on va voir des choses débarquer assez rapidement. Ouais, et puis Musk, je ne sais pas si tu en as parlé avec lui, mais il y a vraiment un enjeu civilisationnel derrière pour lui. C'est vraiment l'idée que demain, le robot pourra tout faire mieux que nous et que du coup, il faut qu'on repense un sens à notre vie, quoi. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on va réussir à vivre avec une nouvelle personne chez nous, en fait? On le voit bien, moi, je l'ai vu il y a 2 ans quand j'ai pris un chat chez moi. Non, mais c'est beaucoup. Non, mais c'est un être vivant. Un vrai chien, ouais, c'est ça. Un spot. Un petit chat. Un spot, mais j'ai mis des poils dessus. Non, mais c'est pareil. Si tu veux, là, quand même, on va avoir un être vivant qui est, en tout cas, un nouvel être mouvant qui va être chez nous. Et moi, ce qui me fascine, effectivement, c'est comme tu parlais de ce choc civilisationnel que prédit Elon Musk, c'est de pas être, d'avoir le syndrome de la planète des singes, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui fait mieux les choses que nous et de plus rien faire tout simplement. On voit ça aussi avec l'IA. Et puis surtout, je pense qu'il y a 2 sortes de robots humanoïdes. C'est-à-dire il y a les robots humanoïdes, on voit bien là, qui sont à notre service, qui correspondent à l'étymologie du mot robot inventé en 1920 par l'écrivain tchèque de théâtre, Robota, esclave, etc. Et puis, il y a ces robots dont on se demande si on ne cherche pas tout simplement à répliquer tout simplement l'homme. Tout à l'heure, tu parlais d'un robot que tu avais vu au CES avec une peau quasi humaine. Ouais, Realbotix, voilà. Incroyable. C'est vraiment avec une peau en silicone, des cheveux, des yeux, et qui répliquent le plus près possible l'être humain, sans y arriver parfaitement, parce qu'il y a toujours cette vallée de l'étrange dont on parle beaucoup, où plus on essaye de faire en sorte qu'un robot ressemble à un humain, et plus il y a un malaise qui se crée, parce qu'on voit bien que c'est une machine en fait. Et puis tout simplement, ce petit robot qu'on a décidé de mettre en une du point. Il est fort. Il est fort. Je voyais tout à l'heure, depuis tard, il préparait. Je voyais qu'il s'approchait. C'est notre Bernard Tapie à nous. Très très fort. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'effectivement, on a eu tout un débat, parce qu'effectivement, ça crée une gêne, mais ce robot, donc il y a une apparence un peu humaine, heureusement on se rend bien compte que c'est pas vrai, mais il y a une température entre 31 et 35 degrés, c'est-à-dire pourquoi... À la surface de la peau, tu veux dire ? À l'intérieur du corps. Ah bon ? C'est pourquoi on veut doter les robots d'une température comparable à la nôtre. Je me dis, là on perd un peu pied, c'est-à-dire qu'un robot qui nous rend des services, même si peut-être un jour on travaillera sur le droit des robots, l'interdiction de leur faire du mal, etc. Je pense que ça va venir. Mais pourquoi... Et le revenu universel aussi, il y a toute la question économique derrière. Exactement. Pour les humains, si jamais ils perdent leur job. Mais pourquoi il faut absolument donner aux robots notre apparence. Voilà, je pense que c'est une question philosophique qui est assez intéressante à soulever. Ouais. Alors après, on ne va pas entrer forcément là-dedans, mais il y a aussi tout, parce qu'on sait bien que c'est l'une des industries qui adopte le plus vite les technologies. Il y a toutes les industries du porno, etc., qui sont très intéressées aussi par les robots, sexbots, robots compagnons et autres. Mais non, mais c'est un sujet aussi. Je pense que c'est un marché qui est absolument considérable. Et là, pour le coup, avoir le robot le plus réaliste possible, avec la température corporelle, le machin, les capteurs et tout ce que tu veux, je pense que ce sera aussi un sujet dans les années qui viennent. C'est un peu flippant. Ouais, c'est un peu je pense que la priorité, c'est pas tant encore ça que le vieillissement de la population mondiale. Oui, quand on regarde ce qui se passe en Chine, où le vieillissement va très vite, au Japon, donc il va falloir, il n'y a plus suffisamment de personnes pour pouvoir aider les populations, ce qu'on appelle la silver economy, c'est vrai. Les personnes âgées. Et le robot a été poussé dans ces pays-là, justement, parce que c'est des tâches que ne veulent plus accomplir les humains, en fait, d'aller s'occuper d'une personne âgée, la lever de son bain le matin parce qu'elle n'arrive plus à s'extraire de son bain, par exemple, ou de son lit. Tout ça, ça demande en plus des efforts physiques. Un robot peut le faire. Alors après, pourrait le faire, on va dire. Oui, il faut qu'il soit au point, parce que quand on parlait des démos truqués, il ne faut pas qu'il casse mamie quand même, le robot. Mais je pense que c'est ça un des premiers marchés très très rapides dans le robot domestique. Parce que c'est vrai. On parle t'as raison, parce que... Dernier mot, Guillaume, puis après... Ces toutes dernières semaines, on a vu effectivement des robots, alors qui sont en test, encore une fois, tout ça c'est prudent, mais à l'aéroport, dans un des aéroports de Tokyo, pour justement prendre les bagages et les faire se déplacer, etc. Donc effectivement, il y a cette problématique de main-d'œuvre et d'aide à la personne humaine. Fascinant tout ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a d'autres sujets à aborder. Mais vraiment, allez voir les vidéos si vous ne les avez pas vues et intéressez-vous à Genesis. Français, encore une fois, innovation française. Alors après, il allait monter sa boîte aux États-Unis. Ouais. Il y a toutes les questions de financement derrière qui sont compliquées, mais en tout cas, on a des chercheurs et des gens qui sont très très intelligents dans le domaine de l'IA et de la robotique. C'est un ancien de chez Mistral d'ailleurs, je crois. Exactement. On voulait parler des lunettes connectées. Alors on parle souvent dans l'émission, évidemment, mais là, c'était pas tant pour vous annoncer les prochains projets de Samsung ou d'Apple, que pour réfléchir à l'aspect social de ces lunettes. Alors c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme du numérique en France, on va le dire comme ça, qui a publié un long article sur la menace, entre guillemets, que font peser les lunettes connectées sur notre vie privée, en ajoutant, avec la prolifération, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus maintenant dans l'espace public, une sorte d'objet
d'espionnage qui permet à n'importe qui de filmer n'importe qui sans le consentement de la personne en face d'elle. Il y a un vrai danger de ce point de vue-là. C'était nécessaire de s'emparer de ce sujet-là, à ton avis, Emmanuel ? Je pense que oui, il y a un vrai sujet parce qu'ils ont fait un sondage. Et effectivement, dans ce sondage, les Français ont répondu qu'ils étaient inquiets de l'intrusion de ces technologies-là dans leur vie privée, dans leur sphère privée. Je crois que c'était de l'ordre de plus de 60%, où ils étaient très inquiets en se demandant mais qui est-ce qui me prend en photo, quand, pourquoi, dans quel but, etc. Ou me filme via ces lunettes. Parce qu'aujourd'hui, on peut déjà le faire avec un smartphone, mais si je vous tends le smartphone devant vous, assez vite, vous allez me dire tu baisses ton truc, je veux pas être pris en photo, etc. Là, les lunettes, vous voyez pas, enfin, on peut voir quand elles sont activées, en tout cas pour les Ray-Ban, puisqu'il y a une petite lumière qui s'allume. Donc, on est alerté en fait qu'elles sont actives. Bon, déjà, ça, c'est un premier point, puisque voilà. Mais il n'y a pas de recueil du consentement, ce que tu disais précédemment, Anthony, et ce qui est aujourd'hui inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut le consentement des gens. Donc, et de toute façon, si vous ne l'avez pas, c'est puni par la loi. Ça, c'est le cadre légal. Donc, la CNIL rappelle le cadre. Le cadre existe. Après, et c'est là où où toute la difficulté commence à apparaître, c'est comment tu le fais respecter, ce cadre légal. Parce que quelqu'un qui te filme, tu vas dire non, arrête de me filmer, sinon tu as une amende. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je pense que aussi les usages ont changé. C'est-à-dire que tu t'imagines quelqu'un qui est en train de faire son footing avec ses Ray-Ban Meta, qui est en train de scanner la foule, est en train de faire ses commentaires pour le publier sur les réseaux sociaux. Il ne va pas s'arrêter pour demander le consentement de toutes les personnes qui croisent. Ça n'arrivera pas. Mais cela dit, et puis ça survient, je pense, à un moment aussi où, je ne sais pas si vous aviez noté, il y avait cette start-up qui devait lancer ce petit compagnon, la Friends. Ah oui. Il y avait les affiches partout dans le métro. Pendentif, un peu, c'est ça. Ouais, c'est ça, un pendentif, donc doté d'intelligence artificielle qu'on se mettait autour du cou. Et tu vois que les affiches étaient... Voilà, ça sera votre meilleur ami. Oui. Et il était censé enregistrer tout. Et en enregistrant tout, c'est-à-dire vos conversations, voilà, les personnes que vous... Même vos réflexions à voix haute que vous pouviez avoir. Par exemple, Guillaume se parle souvent à voix haute. Du coup, ça enregistre automatiquement. Je rigole, mais moi je le fais tout le temps. Donc Et du coup, en tirer après des enseignements. Et ça devait être commercialisé ça, là. Et ça a été stoppé. Parce qu'effectivement, il faut demander le consentement. Et alors là, c'est impossible de demander le consentement auprès d'un collier qui est connecté tout le temps, allumé tout le temps, dont le micro est allumé tout le temps. Et en plus, c'était même pas signalé, contrairement au Ray-Ban où là, il y a une signalisation. Donc, tout ça arrive dans un contexte où, certes, on parle des lunettes, mais derrière, il y a plein de terminaux qui vont arriver, qui vont avoir les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle et qui vont se démultiplier. Là, on voyait le pendentif, mais ça pourrait être demain des bracelets ou d'autres choses comme ça. Donc, c'était important pour la CNIL de remettre les choses au plat. Mais on n'est pas dans le running gag de, en gros, la Silicon Valley innove et puis l'Europe essaye de... Ouais, régule, c'est ça, et essaye de rattraper, une fois qu'on voit les usages qui se développent, on dit, ah bah non, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Il y a toujours ce truc, cette partition des rôles. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ne se posent pas du tout ces questions et ils ne s'en portent pas forcément pour mal. Alors c'est sûr, mais là, ce n'est pas une innovation uniquement américaine. On voit bien que Meta, dans ses lunettes, alors, ils ont fait un partenariat avec EssilorLuxottica. Il s'appuie sur... Franco-italien. Voilà, franco-italien, exactement. Donc, il s'appuie sur Ray-Ban. Il y a d'autres marques Oakley pour les sportifs. Et c'est assez fascinant. Moi, j'ai pu tester lorsque vous courez, lorsque vous faites du vélo, vous pouvez immortaliser, faire des petites vidéos que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que là, les lunettes, elles sont succès de leur innovation technologique. C'est-à-dire, moi, je me suis surpris il y a moins d'un mois. J'étais en train de déjeuner. C'était un déjeuner à 3. Et c'est seulement à la fin du déjeuner qu'un des convives m'a montré que c'était des Ray-Ban Meta. C'est-à-dire que je connaissais le produit, mais c'est tellement bien fait. C'est que pendant la conversation, je l'avais tout simplement oublié. Alors, encore une fois, c'est très pratique pour écouter de la musique, pour s'orienter dans la ville, etc. Mais vous vous souvenez l'échec cuisant qu'avaient eu les Google Glass parce que lorsque une personne qui les mettait arrivait dans un casino, effectivement, tout le monde se sentait un petit peu heurté. Aujourd'hui, c'est beaucoup... On les surnommait aux États-Unis, vous vous souvenez, il y avait un petit surnom pour les porteurs de Google Glass. On les appelait les Glass Holes. Ouais. Glace et assholes, je ne vais pas traduire, mais enfin on a compris. Ouais. Et parce que mais à l'époque, c'était un peu différent dans le sens où les Google Glass, déjà, ne ressemblaient pas du tout à des lunettes. C'est ça. On avait l'air d'un cyborg avec. On n'était pas du tout au même niveau, et je pense. Mais c'est ça, c'est miniaturisation, nouveaux services, tu vois, les accords avec Spotify, Deezer, etc. Et puis avec les fabricants de lunettes, c'est-à-dire que là, ce sont de vraies paires de lunettes. D'ailleurs, ça cartonne. Les opticiens disent, on en vend beaucoup. Et donc, ils sortent leur propre paire de lunettes connectées maintenant, les opticiens. Exactement. Et puis sans parler d'un petit aspect, je me permets de le dire parce qu'on vient de parler des robots humanoïdes, mais certains disent qu'il faut apprendre des gestes aux robots, mais que toutes les données du monde, les fameux world models, vous savez, de représentation du monde, qui pourrait être la future phase de l'intelligence artificielle, elle pourrait s'appuyer en partie sur les données récoltées grâce à ces lunettes, un petit peu comme on avait des voitures Google
qui anticipait l'arrivée des voitures autonomes. Ici, toutes les données du monde physique, le physical AI, peuvent être captées par ces données. Donc tout ça, ce sont des... pour entraîner les robots après. Exactement, pour entraîner des robots, pour permettre effectivement une partie de l'intelligence artificielle du futur. Donc ce sont de vrais bijoux technologiques, mais effectivement, moi, à la fin du déjeuner, ça m'a amusé, mais tu te sens quand même un petit peu, tu te dis, mais tu aurais pu me le dire au début, quoi. Ouais, puis il y a un argument qui est mis en avant par la CNIL que je trouve intéressant, j'y avais pas pensé non plus. Ils disent, en fait, dans un monde où ces lunettes vont se démocratiser, où tout le monde en portera, ce qu'imaginent certains, Mark Zuckerberg, il dit c'est le prochain smartphone, c'est nos lunettes. Bon, et ben en fait, ça va générer une forme d'autocensure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu peux être filmé à tout moment par des gens avec des lunettes autour de toi, tu vas modifier ton comportement. Et ça, c'est vrai que tu te dis, ça a quand même un impact important sur la société. Ça, c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Vas-y. Non, sans parler, mais ça, c'est le labo. Mais ça va peut-être prendre des dizaines d'années, tant mieux, mais des lentilles connectées. C'est-à-dire que là, encore, on a des lunettes et les lentilles, on verra rien du tout. Ouais, et puis alors, après, tu as raison, il y a les lentilles. Puis je pense, moi, aux fonctionnalités qui vont venir après et qui sont peut-être plus flippante que simplement le fait de pouvoir filmer les gens, c'est le fait de pouvoir les identifier avec de la reconnaissance faciale embarquée. On sait que Meta travaille dessus, par exemple. Il y avait eu cette expérimentation de chercheurs, de universitaires, je ne sais plus si c'est MIT ou Stanford, où en fait, ils avaient croisé... effectivement, ils avaient croisé les prouesses de ces lunettes connectées avec des banques de données, par exemple Facebook et Instagram, et effectivement, ils arrivaient à reconnaître, ou encore Clearview, vous savez, cette banque de données mondiale, un petit peu illégale d'ailleurs. PMICE, ils avaient utilisé ça. Voilà, exactement. Ils arrivaient à retrouver pas mal de gens qu'ils avaient croisés dans le métro ou dans la rue. Incroyable. Alors là, on va avoir des problèmes, c'est même pas des problèmes de sécurité, de vie privée, c'est des problèmes de sécurité. Tu vas pouvoir stalker n'importe qui dans la rue, là, ça commence à être problématique. Mais c'est vrai qu'on va très loin, alors que ces mêmes lunettes peuvent être très utiles pour des personnes handicapées, par exemple. Exactement. Il y a aussi ça. Non, mais les cas d'usage vont être intéressants à observer et on va voir, parce que de toute façon, on va avoir une avalanche de produits. Là, pour l'instant, Meta se taille la part du lion, mais on sait très bien que Samsung, Google vont y aller. Apple aussi, peut-être un peu plus moyen terme, on va le dire comme ça. Donc on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Alors effectivement, il va falloir se méfier des lunettes, mais il faut aussi se méfier visiblement des écouteurs. Ça, on ne s'y attendait pas. Mais il va aussi y avoir des caméras dans les futures générations d'AirPods. C'est ce que dit Mark Gurman. Alors Mark Gurman, à part Emmanuel et Guillaume, c'est sûrement le journaliste le mieux informé au monde sur Apple. Il a quand même des infos assez bien sourcées en général et visiblement, c'est pas juste du prototype, on est en phase assez avancée de développement. Oui, exactement, c'est ce qu'il dit, les productions auraient commencé. Et la question, c'est de savoir à quoi ça sert, justement, d'avoir des capteurs, ce type de capteurs dans des AirPods. Alors, en fait, c'est pour aider l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, pour être pertinente dans ses réponses, elle a besoin de ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire quand vous lui posez une question, elle a besoin de savoir, pour affiner sa réponse, de savoir dans quel contexte vous vous trouvez. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais chez Google à San Francisco, ils nous avaient fait tester il y a très longtemps leur système d'intelligence artificielle. Et quand vous vous retrouviez devant le pont, le célèbre pont de San Francisco, vous pouviez poser la question, mais de quand date-t-il, sans dire le pont. Et là, comme le téléphone vous avait géolocalisé, il savait où vous étiez, donc il connaissait le contexte de votre localisation. Et quand vous disiez de quand date-t-il, il se doutait que c'était le pont. Et donc il répondait automatiquement, le pont a été créé, alors qu'on n'avait pas dit quel pont, quel endroit, etc. Donc c'est ça le contexte. Et là, l'objectif de l'intégrer dans les AirPods, c'est de rendre l'IA beaucoup plus pertinente avec ces éléments de contexte, parce qu'elle pourra filmer des éléments autour de vous, permettant de savoir où vous êtes et quel type de requête vous faites, qui sera lié à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Je ne sais pas si j'ai été très... ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait d'entraîner les IA aussi, en récoltant de la data autour de toi. C'est les données d'environnement spatial, c'est effectivement énormément de contexte, comme tu dis, c'est exactement ça. Alors, d'après les rumeurs, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais Mark Gurman et autres, Apple intégrerait une micro-LED externe sur l'écouteur pour que là aussi, on prévienne l'entourage que certaines données sont récoltées. Voilà. Quand tu te balades dans la rue, il faut regarder, attends, les lunettes, est-ce qu'il y a une lumière? Alors les oreilles, est-ce qu'il y a une lumière qui sort de l'oreille? Bon, ça va, il me filme pas, je peux avancer, ça va devenir redoutable. Alors on dit, c'est 2027, c'est ça, la date de sortie a priori. Grosse année pour Apple, on sera les 20 ans de l'iPhone, donc on peut s'attendre à quelques nouveautés de ce côté-là. Avec une question de fond, moi que je me pose, c'est que Apple pour l'instant, on parlait de Facebook et des lunettes connectées. Facebook, depuis le début, leur réputation, c'est votre vie privée, j'en ai à peu près rien à faire. Je prends tout ce que vous me donnez, je l'utilise, et puis après je m'excuse si à un moment donné je me fais prendre la main dans le pot de confiture. Bon, ça c'est positionnement Meta, Zuckerberg. De l'autre, vous aviez Apple qui avait
positionnement diamétralement opposé quand même. De dire, moi, je protège votre vie privée, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Quand vous mettez la reconnaissance de vos empreintes digitales, on ne l'envoie pas, ça reste dans l'iPhone. Nous, on protège votre vie privée. Et là, avec ces AirPods, si ça se confirme, avec ces caméras dans les AirPods, ils arrivent un petit peu sur le terrain de méta. Alors, est-ce qu'ils ont, en termes de marketing et d'image, est-ce qu'ils vont réussir à continuer à se positionner en tant que protecteur de la vie privée de ses utilisateurs ? C'est compliqué. Moi, je me suis posé la même question que toi, exactement. Mais je pense que là, ils sont un peu aux abois aussi sur les questions d'IA. Il faut qu'ils y aillent d'une manière ou d'une autre. Et ils ont la pression des marchés financiers. Ils ont la pression des marchés. On voit bien que c'est compliqué. On en parlait il y a une semaine ou deux. Là, ils ont envoyé, vous avez vu ça, tous leurs ingénieurs IA en bootcamp pour faire une sorte de rattrapage sur l'IA parce qu'ils sont... Enfin, c'est quand même... T'imagines, t'es ingénieur IA chez Apple, on te dit non, mais là, mon gars, il va falloir aller faire le bootcamp parce que vous n'êtes pas au niveau. C'est quand même assez rude. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette logique-là aussi derrière. Donc, on va voir ce que ça donne dans les annonces qui vont être réalisées dans les mois qui viennent. Oui, alors je voulais qu'on parle, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Vous avez vu ça, le billet de blog de ChatGPT qui nous surveille, entre guillemets, et de la façon dont il scanne tous nos messages. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, c'est passé un petit peu inaperçu. C'est nos confrères des numériques. En tout cas, moi, je l'ai découvert par leur biais, qui ont découvert ce billet de blog un peu passé sous les radars, où OpenAI explique de manière très transparente, pour le coup, comment toutes les conversations qu'on a avec l'IA sont scannées, analysées, pour essayer de déterminer si vous êtes dangereux, si il ne faut pas vous balancer à la police parce que vous risquez de commettre un attentat ou de commettre un suicide. J'ai trouvé ça intéressant, opération de transparence, en même temps un peu flippant de se dire que le psy virtuel avec lequel vous discutez, en fait, il prend des notes et puis c'est balancé. Peut-être d'ailleurs à des humains qui peuvent analyser les conversations. Oui, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, aussi un peu symptomatique. Emmanuel, il rappelait un peu la différence qu'il y a de philosophie, en tout cas, de Facebook, Meta versus Apple. On a un peu, je trouve, une grosse différence aussi de comportement face aux avancées technologiques. Et on le voit aussi à travers les commentaires de Ilya Sutskever, qui a longtemps été le directeur scientifique d'OpenAI en ce moment, entre OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et Anthropic, la maison mère de Claude. Alors, on peut reprocher énormément de choses à Anthropic, d'être peut-être pompier pyromane, très alarmiste. Voilà, très alarmiste, mettre à la fois au point les meilleurs outils, puis en même temps d'être le plus inquiet. Mais ils ont quand même doté Claude d'une constitution, avec une constitution qu'on peut discuter. Vas-y, explique ça, la constitution, c'est intéressant. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on se souvient des lois de la robotique de Isaac Asimov. Alors, on est dans les années 40, où on demande, Isaac Asimov imagine des lois à partir desquelles le robot ne devra pas se retourner contre l'homme. Et là, la constitution d'Anthropic, de Claude, c'est de fixer des limites à Claude, donc le robot conversationnel, pour qu'il n'aille pas trop vers, par exemple, la flagornerie, le fait de vous dire exactement ce que vous voulez entendre, alors qu'un bon ami, un bon compagnon, une bonne compagne, de temps en temps, elle vous engueule, elle dit là, tu dis n'importe quoi, etc. En fait, il y a un jeu de valeurs humaines, et à chaque fois que tu t'adresses à Claude, il doit, avant de te répondre, il doit prendre en compte ce jeu de valeurs-là. Voilà, et c'est incarné par une philosophe qui s'appelle Amanda Haskell, une philosophe écossaise, qui cite, lorsque vous lui parlez, Aristote, David Hume. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture. Encore une fois, on peut totalement critiquer, parce que par définition, c'est discutable. Et OpenAI, on voit qu'ils n'ont pas véritablement eu cette réflexion, que là, ils se disent, on fait ça pour des bonnes raisons. On se demande si c'est pas aussi à des fins publicitaires, parce qu'on sait qu'un des buts d'OpenAI qui n'arrive pas à gagner d'argent avec tout l'argent qui est englouti dans leur data center, dans leur puissance de calcul, va un jour, enfin en tout cas réfléchit à intégrer de la publicité dans le ChatGPT. Donc on se demande si c'est pas aussi à ces fins qu'ils nous espionnent, j'ai envie de dire, en tout cas qu'ils nous surveillent. Mais effectivement, en tout cas, les raisons qui sont évoquées dans ce blog, et c'est ça qui peut faire peur, c'est de dire on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, mais on a un peu l'impression que c'est là aussi, ils agissent peut-être a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr avoir des comportements, des discussions très dangereuses, et moi, c'est ça que OpenAI veut aussi. Alors c'est la première fois qu'on cite Aristote et David Hume dans cette émission. Donc là, on a quand même, on a monté un niveau, c'est pas mal. Point, Ah ouais, là, c'est ça, c'est le point. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, peut-être une petite incise. Pour moi, c'est pas hyper neuf, parce que je sais pas si vous vous souvenez.
il y a un certain temps, je reviens aux assistants personnels, notamment le Echo d'Amazon. Oui. Vous vous souvenez qu'il y avait un couple qui se disputait et ça commençait à monter, Tout à fait. avec une crainte que le mari s'en prenne à sa femme. Et derrière, il y avait un opérateur humain qui a entendu la conversation et il l'a donné aux forces de l'ordre qui ont débarqué chez le couple et qui ont arrêté la dispute. Exactement. Alors, ça ne serait peut-être pas arrivé jusqu'au bout, mais en tout cas, il y avait un risque potentiel. Donc, c'était le même système. C'est-à-dire qu'en réalité, ils écoutaient ce qui se passait chez vous. Et s'il y avait un problème, là, en l'occurrence, un meurtre potentiel, ou en tout cas... Voilà, ils ont fait intervenir les forces de l'ordre. C'est ça, mais je pense, ça rejoint ce que je voulais dire, et je pense qu'ils font ça aussi pour se blinder juridiquement, pour éviter des gros procès, parce qu'il y a eu des cas, récemment, il y a eu, pardon c'est un peu glauque, mais il y a eu une tuerie au Canada notamment, où ChatGPT avait utilisé en amont pour une discussion avec ChatGPT, et Sam Altman a dû s'excuser publiquement, parce que en fait, il y a des familles qui ont attaqué en justice en disant, en fait, ils avaient détecté que le compte était dangereux, ils l'avaient suspendu, mais ils n'avaient pas prévenu les forces de l'ordre. Et on dit, si, en fait, c'est votre responsabilité en tant que plateforme de contacter les forces de l'ordre dans ces cas-là. Donc, il y a vraiment un sujet aussi d'éviter des milliards de dollars d'amende, probablement. Sachant que c'est compliqué aussi, parce que, alors c'est ce qu'il disait, mais c'est une IA qui scanne tout ça et qui essaye de déterminer entre le mec qui dit comment fabriquer une bombe, qui veut vraiment fabriquer une bombe, et celui, je sais pas, un journaliste qui enquête sur le terrorisme, ou un écrivain, ou un mec qui veut pousser l'IA dans ses retranchements. C'est pas forcément facile non plus de faire la part des choses, d'où l'intervention d'ailleurs des modérateurs humains. On va s'arrêter là sur la partie IA, il nous reste quelques petites minutes. Oui, je voulais quand même qu'on fasse un peu de people, c'est pas souvent non plus dans l'émission. Après Aristote. Oui, après Aristote, on va passer d'Aristote à Dua Lipa. Bon, écoutez, sans transition, effectivement. Alors, Dua Lipa, étonnant, qui attaque Samsung pour 15 millions de dollars de dommages et intérêts, parce que sa tête apparaît sur les emballages de télé, c'est ça, Emmanuel ? Exactement, aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement. Et Samsung s'est expliqué. Alors, elle considère effectivement que c'est une violation de son image, donc elle a attaqué directement la société sud-coréenne. De son côté, Samsung dit non, en fait, nous, on avait un prestataire, et le prestataire, pour vendre justement un service de streaming gratuit sur la Samsung Télé, son prestataire lui avait assuré avoir les droits sur cette image. Donc, eux disent, nous, on l'a fait en étant de bonne foi. Ouais. Et donc, ils vont opposer cet argument-là à celui de Dua Lipa. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. Bon, c'est marrant. Ça va probablement aussi doper. Pour l'instant, en plus, les ventes continuent avec cet emballage-là. Donc, et ça dope, dope les ventes. Non, mais c'est ça qui me fait halluciner en fait le plus dans l'histoire. Parce que Dua Lipa, elle dit, l'un des arguments, c'est de dire parce que j'ai eu des fans qui m'ont dit j'ai été trompé, j'ai acheté la télé. Mais qui achète une télé parce que tu vois la tête d'une personne que tu aimes bien dessus? La télé, tu l'achètes pour d'autres critères, a priori, pas parce que tu as la tête de Dua Lipa dessus. On est d'accord, Guillaume? Pas tout à fait. Non, je rigole. mais en fait, si y a la tête de Yann Lequin, j'achète la télé. Non, ce qui me fait penser, ça me fait penser un tout petit peu, alors c'est un peu éloigné, mais à tous les débats sur la voix de Scarlett Johansson utilisée par OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et donc il y a ce procès, etc., que je trouve très intéressant. Honnêtement, c'est vrai qu'une boîte d'emballage d'une télévision, c'est pas très sexy. Et c'est vrai que les images qu'on voit à l'écran, je dis pas que c'est absolument génial, mais c'est un peu plus sympa. Donc, je sais pas, je trouve le procès intéressant. Ouais. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que, mais alors, je crois après, ça peut peut-être. Parce qu'elle dit qu'elle les a prévenus et qu'ils n'ont pas enlevé sa tête. Parce que, moi, c'est l'autre truc qui m'étonne. Alors Samsung, je doute pas de leur bonne foi, mais je me dis, Samsung, vu la taille de la boîte, leur département juridique, ça doit être l'équivalent du ministère de la Justice dans un petit pays. Donc, je pense qu'ils pouvaient juste se dire, ok, on enlève la tête de Dua Lipa et on met un papillon à la place, ou j'en sais rien. Ça aurait peut-être été moins bad buzz, ça va leur coûter moins cher. Et bon, bref, c'est étonnant cette histoire. Étonnant. Et ça va se finir par une transaction, très probablement. Ouais, probablement, ouais. Elle n'était pas maquée avec Apple, Dua Lipa? Elle n'avait pas sorti des morceaux en exclusivité? Non, ou peut-être je dis une bêtise. Non, bon, alors mais toi, ça t'a permis de réécter un petit peu l'artiste Exactement, grâce à toi. Voilà. Ouais, on avait dit qu'on voulait voir Guillaume danser. On va pas le faire danser en direct, mais voilà. Fan de Dua Lipa, je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, on va s'arrêter là parce qu'on arrive déjà au bout du temps qui nous est imparti. On aurait pu discuter encore pendant des heures, mais vous reviendrez, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Emmanuel de l'Informé. Merci beaucoup, Guillaume du Point. Guillaume, tu restes avec nous parce que, pour la petite pépite, je le disais, on va parler de ton entretien avec Yann Lequin, qui était extrêmement intéressant, de ta rencontre avec l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Ça, ce sera dans le module bonus. Et puis vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on a la deuxième partie. On parlait des télés. Ne choisissez pas votre télé en fonction de Dua Lipa. Choisissez-la en fonction de Lionel Costa, qui va nous dire quels sont les bons specs à regarder, les bons benchmarks. On va en discuter dans quelques instants. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.